Tu me disais du coup à l'instant que on parlait de l'impact du podcast et de à quoi ça sert le podcast et pourquoi je fais un podcast quand j'ai une chaîne YouTube. Et tu me disais qu'un des trucs qui toi t'avait fait intéresser au business que tu fais actuellement, c'était le podcast que je faisais à une période qui s'appelle Nomade Digital. Exactement. Et en fait, la boucle est un petit peu bouclée en étant ici aujourd'hui parce que grâce à toi et à Paul, j'ai trouvé un peu ma voie, entre guillemets, puisque je terminais mon premier business. Donc, j'ai commencé dans les affaires il y a à peu près 7-8 ans à Marrakech et j'avais des maisons d'hôtes et j'ai vendu mon premier business et j'étais un petit peu dans un moment où je passais d'un business à l'autre. Et j'allais prendre un avion et je télécharge toujours des podcasts avant de prendre l'avion. Et tu étais dans le top des recommandations avec Nomade Digital. Et j'ai commencé à écouter ce podcast comme ça avant de prendre un avion en quittant un premier business et en savant pas trop où j'allais. Et en fait, Paul vendait sur Amazon FBA et toi, tu faisais de l'infoprenariat et c'est ce que je fais au jour d'aujourd'hui en fait. Donc, c'est assez amusant. Donc tu as un business Amazon FBA, donc tu fabriques des produits, tu as des fournisseurs, tu les envoies chez Amazon, tu les vends sur la plateforme. Exactement. En fait, Amazon FBA, c'est un business model. En fait, c'est le fait. Moi, je fais du private label sur Amazon et j'utilise la logistique d'Amazon en fait pour expédier mes produits aux clients finaux. Je vends principalement en Europe et je viens de lancer les États-Unis dernièrement. Et en fait, je cherche des inefficiences de marché, des niches, des produits un petit peu nichés sous les radars. Je fabrique des marques autour de ces produits, je crée des marques. Et ensuite, je les expédie depuis l'Asie le plus souvent vers les entrepôts en Europe ou aux États-Unis. À partir du moment où moi je suis rentré dans le business en ligne, ça a été un des gros sujets dont tout le monde parlait. Il y avait une espèce de ruée vers l'or sur Amazon FBA. À partir du moment où c'est sorti, et puis dans les années qui s'en sont suivies, et je connaissais énormément de gens qui étaient dedans, notamment Paul avec qui je faisais le podcast Nomade Digital, qui lui est rentré dedans relativement tôt et qui s'y est mis à fond et il en a fait vraiment le cœur de son business. Toi, tu es rentré à quel moment là-dedans, disons dans le cycle de vie de cette opportunité? Est-ce que tu as été un des premiers à rentrer? Est-ce que tu es rentré un peu plus tard? Je suis rentré, je pense, 9 mois après Paul, par exemple. Donc, il y a presque 4 ans, on va dire, il y a 3 ans et demi. Je pense que Paul est rentré il y a 4 ans et demi, quelque chose comme ça. Et comment est-ce que ça a changé depuis au niveau de l'opportunité, de la manière dont tu peux te lancer? Parce qu'il y a une époque où c'était vraiment n'importe qui avec 15 000 balles pouvait contacter un Chinois, sortir un stock, le lancer et tout d'un coup, les gens te sortaient des chiffres hallucinants. Comment est-ce que ça a évolué tout ça? Je pense qu'il y a toujours des opportunités. Par contre, ça s'est vraiment professionnalisé. C'est-à-dire que ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a 4-5 ans, les premiers à être là pouvaient aller sur les niches, même sur des choses très mainstream, des produits vraiment de grande consommation et trouver leur place très facilement, ce qui est plus possible vraiment à l'heure actuelle. Il va vraiment falloir aller sur des produits qui sont sous les radars, il va falloir vraiment faire des recherches poussées pour trouver des niches de produits. On va pas pouvoir aller sur des trucs vraiment trop concurrentiels à l'heure actuelle. Donc c'est là où ça a un peu changé. Faut vraiment être plus professionnel, faut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il y a 5-6 ans, ce qu'on appelait un private label ou créer sa marque, c'était coller un sticker sur un produit générique. Maintenant, je pense que si on veut durer dans ce game, il faut vraiment prendre le branding comme un vrai métier. Donc apporter une vraie valeur ajoutée déjà au niveau branding et au niveau fonctionnalité des produits, si possible également. Donc, faut aller un petit peu plus loin que ce qui devait être fait, on va dire, il y a 6 ans. Et ça a quoi comme impact sur les budgets qui sont nécessaires pour démarrer? Parce que je suppose que si tu achètes un produit qui est déjà tout fait à une usine, ils vont pas te demander un lot qui est énorme. Si tu commences à modifier un produit qui existe, je suppose que ça augmente les lots. Il y a des coûts de développement, il y a tout ce qui est les moules, etc. En quoi est-ce que ça a changé à ce niveau-là? Effectivement, ça peut rajouter en fait une barrière à l'entrée sur des produits où on va vouloir apporter des modifications. Après, on ne doit pas forcément tout faire d'un coup, c'est-à-dire que on peut trouver une niche qui est vraiment sous les radars, apporter des améliorations. Il faut savoir qu'encore en Europe, il y a beaucoup de possibilités, notamment France, Espagne, Italie. C'est des marchés qui sont encore très faciles, on va dire, sur les produits sous les radars. Encore une fois, je me répète, l'Angleterre, l'Allemagne vont être plus difficiles, ou les États-Unis, là, c'est carrément très dur de rentrer sur ces marchés. Et en gros, on peut commencer simplement en apportant un branding, en améliorant les listings, donc les fiches produits sur Amazon. On peut déjà commencer par ça. Et puis, au fur et à mesure, améliorer son produit. On n'est pas obligé d'arriver dès le jour J sur Amazon avec un branding, une marque d'un niveau international. En plus de ça, des fonctionnalités et des brevets sur son produit. Non, on n'arrive pas forcément tout opérationnel dès le départ et ça peut être quelque chose qui va être évolutif. Et ça, globalement, on a vu 2 trajectoires sur les gens qui sont rentrés, même qui sont rentrés assez tôt. Il y en a qui sont vraiment restés dans ce qu'ils faisaient et continuaient à vendre un peu le même truc. Et généralement, ces gens-là
Ils sont sortis, au bout d'un moment, ils ont été squeezés soit au niveau des marges, soit ils ont vendu parce qu'ils se sont dit qu'il était temps de vendre et de sortir et d'aller faire autre chose et de récupérer leurs jetons. Et il y en a d'autres qui ont agressivement réinvesti tous leurs bénéfices dans la marque et justement construire cette différenciation. C'est clairement ce que j'ai fait, ouais. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.